Donc, effectivement, Madame Pétrin a fait très bien la transition entre les deux. Je voudrais premièrement remercier Robert Lecomte, justement, qui est avec nous ce matin, professeur à l'Université de Sherbrooke, Mohamed Bizami Manzar, qui a travaillé avec nous spécifiquement sur le volet de la modélisation, et également l'équipe d'Ouranos, principalement Ursule Boyer-Villemer, qui a travaillé sur l'analyse co-avantage qui s'intègre dans ce projet-là. Je vais vous détailler les morceaux de casse-tête qui s'imbriquent des projets quand on est un organisme sans but lucratif, un organisme de bassin versant, dans notre cas, la rivière Chaudière. Donc, notre territoire et pourquoi on fait un projet de cette envergure-là. On a un historique d'inondation sur la rivière Chaudière qui est connu. Mais pas si connu que ça, finalement. Quand on va dans le détail, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. On a 6700 km², 2 régions administratives, l'Estrie, la Chaudière-Appalaches, 8 MRC incluant la ville de Lévis, 77 municipalités, donc c'est énormément d'acteurs. Qui sont rassemblés cependant vers la problématique des inondations dans une mesure différente. C'est-à-dire que c'est clair que quand je parle à des municipalités du côté du secteur de Mégantic, des inondations à Sainte-Marie, ben, ça vient moins les toucher. Cependant, on a vu, à la suite de l'établissement de la loi 132, on a vu l'opportunité de développer un projet qui allierait autant les demandes ministérielles pour la réalisation des plans régionaux de milieu humide et hydrique, autant celles des organisations de bassin versant de libeller des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques. Et on s'est dit, pourquoi pas se questionner sur ces éléments-là, mais en fonction des inondations sur notre bassin versant, parce que c'est une problématique qui parle, qui rejoint nos acteurs principaux concernés, c'est-à-dire nos élus. Et au niveau monétaire, comment qu'on peut leur rendre ça comprenable, accessible à ce niveau-là. Donc, la question qu'on s'est posée de fond, qui est la valorisation, oui, des milieux hydriques et humides, est-ce que ça constitue une mesure avantageuse pour réduire les inondations dans le bassin de la Chaudière? Puis, si oui, mais c'est quoi les stratégies qu'on peut adapter collectivement? Et l'objectif final, finalement, c'était d'intégrer ça aux objectifs de conservation de milieux humides et hydriques du Cobarrique et de faire le transfert optimistement au niveau des plans régionaux milieux humides et hydriques qui se font de façon plus régionale au niveau de la MRC du Granit et également de l'ensemble de Chaudière-Appalaches, nos 7 autres MRC. Donc, le plan concerté découle en divers projets. La première phase, c'est celle qu'on a faite avec l'Université de Sherbrooke, avec Robert Lecomte, qui est la modélisation du régime hydrologique en fonction des milieux humides et riverains dans un contexte de changement climatique. Ce projet-là nous permet d'aller chercher un levier. On est allé chercher un financement que je vais vous montrer tout à l'heure de la Fédération canadienne des municipalités, qui nous permet d'aller mandater Ouranos de travailler l'analyse co-avantage d'adaptation aux risques fluviaux au contexte de changement climatique également. Donc, ces deux projets-là s'imbriquent dans le plan concerté. Et Ouranos avait déjà en cours un projet avec RNCAN sur diverses communautés en lien avec les inondations, notamment Compton, qui est plus près de notre bassin versant, dans le secteur de l'Estrie. L'objectif spécifique de la modélisation, c'était vraiment d'étudier l'efficacité des milieux humides du bassin versant dans la réduction des débits de crue. Puis, pour être capable de faire ça, on est allé avec une modélisation. Donc, on a approché M. Lecomte et son équipe pour voir s'ils seraient ben, pas aptes, mais plutôt s'ils sont un peu game, hein, s'ils sont prêts à prendre ce pari-là, finalement, avec nous, de voir qu'est-ce que ça donne. Ce qui nous permet d'atteindre finalement notre objectif général, qui est déterminer la pertinence, la rentabilité économique de ces valorisations-là de milieux humides et hydriques sur notre bassin. Donc, l'équipe de réalisation, principalement notre équipe au Cobarrique à l'interne, la ROBVQ dans le cadre du projet RNCAN, l'Université de Sherbrooke, évidemment, avec la modélisation, et Ouranos, qui a travaillé vraiment toute la portion de l'analyse économique. On a débuté ça à l'automne 2018. On est en train de finaliser là, au printemps 2021 du côté d'Ouranos les résultats finaux de l'analyse co-avantage. Aujourd'hui, ce matin, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a. Je ne suis pas une professeure en quoi que ce soit, donc
suis contente que Robert soit là s'il y a des questions plus spécifiques sur le volet modélisation. Puis au niveau d'Uranos, je suis certaine qu'ils seront très heureux de répondre aux questions un peu plus tard, mais étant donné que ce n'est pas encore final, c'est plutôt des résultats préliminaires, mais quand même très, 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 très bien avancés. L'ensemble du projet, Ressources naturelles Canada, le gouvernement du Québec dans son ensemble, la Fédération canadienne des municipalités, nos MRC ont contribué, ça c'est un élément important. Quand on va chercher une subvention en Fédération canadienne des municipalités, ça nous prend du financement municipal. Ça a été dur de convaincre nos MRC parce qu'ils ne savaient pas où on s'en allait au niveau des plans régionaux. Donc, intégré, vous comprendrez, au sein de partenaires, surtout municipaux, PRMHH, OCMHH, un projet de modélisation, pour eux, c'est du grand chinois. C'est très difficile. Donc, on est allé par 2 fois aller chercher le financement avec nos MRC, mais ça a fini par rentrer, par passer, puis voir l'intérêt de venir ajouter une couche d'informations supplémentaires qui pourrait les soutenir finalement dans leur prise de décision au niveau des plans régionaux. C'est ça qu'on veut. On veut s'assurer d'aller chercher de l'information le plus qu'on peut. On sait que les MRC n'iront pas nécessairement vers une modélisation hydrologique, donc pourquoi ne pas le faire avec eux en parallèle et intégrer ça par la suite avec le volet prise de décision puis leurs objectifs dans le cadre de leurs plans régionaux milieu humide et hydrique. Donc, l'équipe d'Uranos, Ursule qui est là, Annabelle Lamy, Raphaël Desjardins, Caroline Simard qui a quitté en cours de projet, mais qui a travaillé très fort, Hugo Morin également. Puis, au niveau du ROBVQ, c'est Jérémy Rock qui a travaillé avec nous. Donc, c'est une démarche participative. Dans le fond, la mobilisation des communautés se fait au niveau du ROBVQ et également au sein du COBARIC. L'analyse des aléas, on était plus au niveau d'Uranos, de Sherbrooke, de Laval. Et pour la prise de décision au niveau je vous dirais, des décisions un petit peu plus d'analyse co-avantage, c'était vraiment au niveau d'Uranos. Un des exemples de volets participatifs qu'on a mis de l'avant, notamment une cartographie participative, la veille du confinement de l'an dernier, 12 mars 2020. Donc, on avait invité nos MRC, nos aménagistes, à faire une cartographie participative sur le territoire. Qu'est-ce qu'ils connaissent des milieux hydriques chez eux? Lesquels qui croient qu'on devrait conserver, lesquels qui que clairement, il y a un développement qui s'en vient dans ce secteur-là. Donc, voir avec eux leur connaissance du territoire afin de nous guider vers des scénarios applicables sur le territoire de la Chaudière, finalement. Donc, les scénarios qui ont été retenus, il y en a 6. Un statu quo, qui est finalement notre scénario de référence. On a le scénario 2 qui est les milieux humides acceptables. Donc, il y avait déjà des milieux humides qui étaient déterminés, qui étaient en compensation là, du côté de la ville de Lévis. Donc, on les a intégrés à ce moment-là, à cet endroit-là. Les milieux humides dits efficaces, qui sont là un peu plus pour réduire les dommages. Donc, c'était milieu humide hydrique, corridor vers riverain, puis la bande riveraine de 15 mètres. Je vous expliquerai le pourquoi tout à l'heure. Et ensuite, des solutions un peu plus bâtiment ou grises. Le volet des digues, la question des digues qui revenait. On avait une grosse étude, nous, Texult, qui était au sein de notre bassin versant, qui revenait à chaque conversation avec des élus. Donc, on a testé finalement cette approche-là. Qu'est-ce que ça change au niveau des inondations? Combien ça coûte faire ça? On a également fait un scénario 5 qui est les milieux humides acceptables, mais avec un scénario résidentiel, c'est-à-dire de destruction, là, de relocalisation de certaines résidences. Et le 6 qui était un multi-objectif, c'est-à-dire, là, on voit les petits dessins, c'est les petits dessins d'Ursule, j'aime assez ces petits dessins, ça veut tout dire. Dans le fond, on a nos mesures de protection au niveau de nos maisons ou des localisations, des milieux humides, hein, des solutions naturelles. Puis ensuite, on va travailler un petit peu plus au niveau du bassin versant. Donc, c'est les scénarios qui avaient été retenus dans le cadre du projet. Les scénarios, ce que la modélisation hydrologique vient nourrir, finalement, c'est le scénario de base, les scénarios 1, 2, 3. Le scénario de base pour les données qui sont prises, c'est les milieux humides hydriques potentiels. Pourquoi? Présentement, on a au niveau du Saint-Laurent une cartographie qui est beaucoup plus fine.
mais pas au niveau des Appalaches. Puis cette dichotomie-là, on a opté pour aller avec je dirais la cartographie grossière des milieux humides et hydriques potentiels. Le statu quo, le scénario 1, comme je vous disais, c'est au niveau de la ville de Lévis, il y avait déjà des choses qui étaient autorisées à la destruction. Les milieux humides acceptables, zéro perte nette, c'est ce qui est amené au sein de la loi au niveau des plans régionaux milieux humides et hydriques. C'est des choses que les élus doivent respecter. Donc, c'est un équilibre. Fait que si je l'explique toujours au sein des gens, c'est un équilibre, oui, mais c'est un équilibre au sein du grand bassin versant de la Chaudière, par exemple. Donc, si dans un bassin versant, j'ai une perte, à un autre endroit, j'ai un gain, au final, il faut que j'arrive à zéro à l'embouchure. Les milieux humides efficaces, on est allé vers une bande de 15 mètres. Pourquoi facilité d'application, 15 mètres? C'est sûr que si on décide de mettre un buffer de 5 mètres à un endroit, 10 mètres à un autre, on vient complexifier finalement notre modélisation puis les heures que le modèle roule. Donc, un 15 mètres. Puis le 15 mètres est déjà inclus au niveau de la politique de protection des rives du littoral des plaines inondables qui est en refonte. Et on se disait que 15 mètres, ça allait nous guider à savoir si c'est efficace ou c'est pas efficace. Parce que peut-être que 7, 8, 10, ça aurait été un peu plus mitigé comme résultat. Et là, on voulait savoir 15, c'est quand même un bon pas pour, par exemple, en milieu agricole. Donc, est-ce que ça change vraiment la donne? On a également intégré les zones d'intervention spéciale à l'aménagement qui ont été déterminées par le ministère de la Sécurité publique puis le ministère de l'Environnement à l'automne dernier. Et les corridors d'inondabilité, ça, c'est nos corridors d'inondabilité dits naturels. Je vous montre en image, ça ressemble à quoi au niveau du portrait. Ça, c'est les milieux humides et hydriques potentiels. On a séparé, par exemple, en deux grandes classes, les riverains et les isolés. Les riverains sont en mauve, les isolés en rose. Ça a été fait grâce à la modélisation SWAT, puis un module de plus là, au niveau des milieux humides. Là. Robert peut vous donner tout le détail. Donc, on les a séparés en deux grandes classes au niveau des milieux humides et hydriques potentiels sur l'ensemble du territoire. Et quand on se promène sur le territoire, j'ai des secteurs qui sont très, très humides et d'autres moins. Fait que je ne vous montrerai pas tout le territoire, mais je vous montre des sections. Il y a deux bassins versants types qu'on est venu faire nos tests de calibration, puis également de tests à savoir la différence entre les milieux humides isolés et riverains quand ils sont présents sur le territoire, si on les enlève au complet, etc. Donc, il y a la rivière Beau-Rivage qui est plus dans le secteur de Lévis, vraiment vers l'aval du bassin versant. C'est un bassin versant qui pentue en tête, mais après ça, on tombe vraiment dans les plaines là, du Saint-Laurent. Là, donc, la granulométrie, c'est du sable ou c'est limoneux sableux. C'est extrêmement humide dans ce bassin versant-là. Vraiment des gros complexes de milieux humides, peu de pentes. Tandis que la Famine, c'est un bassin versant qui est situé plus dans le secteur de Bourg-Sartiguan, Robert-Clich. Forte pente, bassin versant forestier, qui est très réactif également là, lorsqu'il y a des pluies. Donc, la différence entre les deux, au niveau des récurrences de débit 2 ans, 20 ans, 50 ans et 100 ans qui ont été testées, on a testé, dans le fond, 100 milieux humides isolés qui est en bleu, 100 milieux humides riverains en orange. Et si on enlève l'ensemble des milieux humides, on voit vraiment qu'il y a une augmentation autant au niveau des récurrences de faibles retours, autant au niveau des grandes récurrences. Ce qui fait que les milieux humides riverains ressortent dans tous les cas plus avantageux à conserver que des milieux humides isolés. Et ça dépend également de la proportion de distribution sur le bassin versant. C'est-à-dire que si, par exemple, le bassin versant de la rivière Famine, j'ai sa proportion de milieux humides riverains par rapport à sa proportion de milieux humides isolés, pour ce bassin versant-là, cette recette-là, ben, c'est ça que ça donne. Fait qu'on a fait des tests là, sur 5 grands bassins versants sur le territoire. On a travaillé la Haute-Chaudière, Moyenne-Chaudière, Basse-Chaudière. On s'est basé sur les stations débimétriques que l'on a sur le territoire. On est un des bassins versants les plus instrumentés, puis pourtant, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est sûr qu'on avait les outils pour être capable de réaliser ce type de questionnement-là, mais c'est quand même très intéressant de voir. C'est pas nécessairement de dire on détruit tous les milieux humides isolés, hein, c'est pas ça. C'est plutôt de dire que les milieux humides riverains, en lien avec les inondations,
quand on a un bassin versant qui est forestier, ben, il joue un rôle, mais qui est quand même moins important que lorsqu'on a des faibles pentes. Et également, on a vu dans le cadre de l'étude que Robert et Mohamed ont fait, que l'emplacement des milieux humides était extrêmement important dans le bassin versant au niveau du rôle hydrologique. Donc, si par exemple mon milieu humide riverain est placé en tête, ben, quand je vais avoir ma pluie, ben, il va capter mon eau de façon à réduire finalement le débit qui impacte le reste du bassin versant. Ici, cette même superficie, le milieu humide-là, est placée ailleurs dans mon bassin versant, plus au centre ou en aval, cet impact-là est beaucoup moindre. Donc, il y a également l'emplacement qui joue un rôle au sein de la gestion finalement de l'eau, des débits et finalement des inondations qui sont faites dans les bassins versants. Donc, je vous montre un petit peu les résultats plus particuliers au niveau de la famine en ce qui a trait au scénario 2 et le scénario 3. Donc, mon scénario 2, mon scénario 3, c'est ceux sur lesquels on venait un petit peu plus se pencher. Mon scénario 3, là, on voit vraiment qu'on a au niveau des débits de faible récurrence, là, 2 ans, là, du 18 d'augmentation. Ça, je vous rappelle, c'est mon scénario avec les bandes riveraines de 15 mètres. Étant donné que dans la famine, j'ai un bassin versant qui est extrêmement forestier, des bandes riveraines de 15 mètres, ne change pas grand-chose au niveau de mon occupation du sol. Et ce qui fait qu'il augmente finalement les débits observés. Et le scénario 2, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi je vous montre ce résultat-là qui est un petit peu mitigé? C'est pour dire que les bandes riveraines, c'est bien, mais ça ne s'applique pas nécessairement partout. Fait que, il ne faudrait pas. C'est un très beau concept, mais au bon endroit. Ça leur a rassuré nos MRC quand on leur a dit ça. Fait qu'il y a des MRC qui ont fait OK, bon, ben, oui, en milieu agricole, on voit que c'est très pertinent parce que je le montre au niveau de l'abreuvrage. Mon scénario 3 avec les bandes riveraines, je diminue là, de 6 à 8 mes débits observés en l'embouchure de ma abreuvrage si je mets des bandes riveraines de 15 mètres. Ouch! En milieu agricole, c'est là que ça ressort. Par contre, quand je reviens au niveau de la famine, ben, on voit que c'est plutôt mitigé. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines MRC qui ont été qui ont décidé finalement de changer leur plan de match. Peut-être que leur plan de match, c'était d'avoir juste un 5 mètres de bande riveraine, puis qu'avec ces résultats-là, au niveau des inondations, vu qu'ils ont des problématiques, ben, ils sont à revoir ou à repenser ou à mieux décider finalement ce qu'ils vont inclure dans leur plan régional. La modélisation au niveau le volet scénario climatique. M. Turcotte en a parlé là, au niveau des horizons tout à l'heure. Dans le fond, on entre dans le modèle, les différents modèles, dont la modélisation hydrologique. Puis dans la calibration, on inclut les scénarios de changement climatique. Donc, on s'est limité là, au niveau de notre temps à 10 projections. Et on est venu l'intégrer au scénario finalement le statu quo, le SQ, qui inclut dans ce test-là, finalement, des pertes de milieu humide hydrique du côté de la ville de Lévis qui était 2,3 km². Puis, on inclut les relocalisations, c'est-à-dire les maisons qui ont été détruites. Ça, c'est les données qui datent d'octobre 2020. Qui étaient déjà détruites ont été retirées hein, de l'ensemble des calculs qu'on voit là, ensemble ce matin. Donc, ils sont déjà plus là. Et on a fait une analyse préventielle des crues avec les horizons H1, H2 là, que M. Turcotte a défini ce matin. Ce qui nous amène à se questionner après la modélisation à l'analyse coût-avantage. Donc, on est venu voir que le milieu humide riverain isolé était important sur le bassin versant, leur emplacement également, que les scénarios 1, 2, 3 ont des résultats mais mitigés. Donc, quand on arrive au scénario 4, 5, 6 et les quantifier, on inclut l'analyse coût-avantage. Une analyse coût-avantage, dans le fond, ça va mettre dans la balance les coûts des mesures, puis également les avantages, autant en dommages évités qu'au volet sociétal, c'est-à-dire la relocalisation, le fait de perdre sa maison, tous ces éléments-là sont pris en compte et quantifiés monétairement avec l'analyse coût-avantage qui a été réalisée, je rappelle ici, par Uranus. Je vous donne un exemple, parce que je ne peux pas vous présenter tout ça. L'analyse coût-avantage en milieu agricole, on va regarder les dommages directs au niveau des cultures quand il y a une inondation. Ensuite, on va regarder s'il y a eu des dommages autres,
au bâtiment, à la machinerie, dommages au niveau de la production animale. Est-ce qu'il y a eu des dépenses supplémentaires à nettoyer finalement les résidus des inondations? Est-ce qu'il y a eu des pertes de superficie également? Est-ce qu'il y a eu de l'érosion qui s'est faite au niveau des berges? Donc, tout ça est calculé. C'est un exemple le milieu agricole, mais il l'est pour également tous les types d'usages qui sont considérés dans l'analyse coût-avantage. Et on arrive à ce moment-là à une matrice multirisque qui a été prise en compte avec les probabilités faibles, moyennes, fortes et les conséquences mineures, modérées et sévères. Ici, on parle du résidentiel dans le chenal principal. On est rendu avec une faible exposition. On a quand même retiré 430. Bien, on est rendu à 600 quelques résidences qui ont été retirées. Au niveau agricole également, c'est une faible exposition comparativement à ce qu'on peut croire. Au niveau des probabilités moyennes d'inondation dans le chenal, même chose au niveau de l'agricole, est forte, c'est-à-dire, par exemple, s'il y aurait une inondation dans le chenal principal, le volet industriel serait touché parce qu'on aurait une forte inondation. Fait que c'est vraiment ces probabilités-là. Et au niveau des conséquences modérées et sévères, on voit que le résidentiel dans le chenal principal est vraiment exposé à tous les aléas. Puis les secteurs agricoles, il revient là, dans tous les types. Donc, ce qui fait que ce secteur-là, c'est vraiment l'endroit à prioriser. Puis ça l'a rassuré les élus. Quand le maire de Sainte-Marie a vu ça, je l'ai vu, puis il était soulagé. Il a pris une très grosse décision là, de retirer 400 résidences de sa zone inondable. Puis cette analyse, cette matrice multirisque-là vient dire que oui, il faut en enlever, mais il faudra en enlever encore. Donc, ça rassure dans les décisions prises là, au niveau des élus. On voit ici bon, les conséquences des inondations, milieu agricole, ça c'est à Saint-Lambert. Au niveau plus industriel, l'érosion en rive, les stationnements, ça c'est le Tim Hortons à Beauceville. Saint-Joseph-des-Érables, des accès à des routes qui sont impossibles. Donc, le transport d'une usine à l'autre, de ma maison à une autre, de moi, je n'ai plus accès. Comme on dit, le camion de lait ne peut plus venir chercher mon lait, il faut que je le jette. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont prises en compte en lien avec des inondations qui durent présentement beaucoup plus longtemps. Donc, avant, on avait des inondations de 1 à 2 journées. Là, on est rendu dans le 3 à 5 jours là, sur le territoire. Les livrables et en lien avec le projet, c'est les scénarios climatiques qui servent à alimenter le modèle hydrologique. Le rapport descriptif des aménagements en milieu humide et hydrique avec les différentes mesures d'adaptation, l'approche participative et tout. On est en train de réviser ce volet-là. Le rapport de synthèse de l'analyse des coûts-avantages et des mesures d'adaptation. Et il va y avoir également des fiches synthèse de mesures d'adaptation qui vont font faire partie intégrante du transfert de connaissances entre Ouranos et le COBARIC. Le COBARIC pourra le faire par la suite au sein de ses acteurs municipaux principalement, mais on rencontre évidemment le milieu agricole, forestier, là, citoyen. Nous, on a remis nos objectifs de conservation de milieu humide et hydrique, qui est un livret ministériel le 15 mars. Puis ça a bien été. On avait fait tellement de consultations, on avait rencontré l'ensemble de nos municipalités et MRC, agricoles, citoyens et forestiers durant l'hiver avec la modélisation hydrologique de l'Université de Sherbrooke. On leur a présenté ça, on leur a montré. Ça les a fait réfléchir. Puis quand on est arrivé avec des objectifs de conservation qui touchaient des bandes riveraines, qui touchaient de la réduction de débit en tête de bassin versant, de la création dans certains secteurs, surtout les têtes de bassin versant, mais c'est ressorti comme étant acceptable. On avait fait un travail en amont, ça a été payant pour nous là-dessus. Et on est en attente à ce que ces objectifs-là soient approuvés par le ministère de l'Environnement, évidemment. Et on est à faire le transfert de connaissances avec entre les libellés des objectifs de conservation, finalement, et les plans régionaux de milieu humide et hydrique du côté de Chaudière-Appalaches et également de l'Estrie.